Bonjour Yves. Bonjour Laurence. Merci d'avoir traversé Paris sous la pluie pour venir... Depuis Poissy même. Oui, de venir de si loin pour participer à cet hommage à François Villers et d'apporter votre témoignage. Oui, j'y tenais. Hein. Vous pratiquez l'astrologie depuis l'âge de 16 ans. Vous êtes donc grâce au livre d'André Barbeau, d'après ce que je crois. Ah oui. Pour la petite histoire, j'avais acheté le livre du Capricorne. Oui. Et comme je faisais de la caractérologie, je me suis dit, j'ai même plus besoin de faire passer des tests, puisqu'il suffit de la date de naissance. Puis comme M. Barbeau fait bien sa publicité, j'ai acheté le traité pratique. Dans le traité pratique, il dit qu'on peut lui écrire. Donc je lui ai écrit, puis à 16 ans, il m'a dit, vous êtes fait pour être astrologue. Wow. Je vous donne l'adresse de Jean-Pierre Nicolas, parce que j'habitais la province, et vous pouvez suivre un cours par correspondance. D'accord. Et puis venez me voir quand vous serez un jour à Paris. Alors, 2 mois après, je lui ai écrit, oui, je viens à Paris voir mon cousin. D'accord. Et il m'a reçu. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer très jeune un des plus grands astrologues. La chance, oui. Et donc, vous êtes intéressé, il pratiquait déjà l'astrologie mondiale à l'époque Ah oui, parce que M. Barbeau a commencé l'astrologie mondiale oui, au sortir de la guerre. Juste avant le début de la guerre. Oui. Non, avant le début de la guerre, en 1939. Oui. Donc moi je l'ai rencontré quelle année j'avais 16 ans, donc 1963. Donc ça faisait déjà un bon bout de temps qu'il était dans l'astrologie mondiale. Oui. Mais à l'époque, il était surtout en train de préparer des fiches pour la société Ordine Astral, pour Astroflash. Voilà. Donc il ne m'a pas reçu longtemps. Oui. Il m'a dit, j'ai tenu à vous recevoir, mais j'ai pas beaucoup de temps, mais revenez me voir plus tard. Et puis ça s'est bien tombé, 2 ans plus tard, je faisais mes études à Paris, et tous les 15 jours, il y avait des réunions d'astrologie. Alors, c'était rue Mouffetard, c'est ça? C'était chez lui? Non. Chez lui, c'était bien avant. Mais tous les 15 jours, c'était rue Lascaz, au musée social. Et là, il y avait quand même 100 personnes à chaque réunion tous les 15 jours. Wow. Et après, on allait au café. Et M. Barbeau me disait, je veux que tu sois à côté de moi. Il fallait le tutoyer. Parce que j'étais sans doute un jeune à l'université. Je lui indiquais les bons livres, parce que lui, c'était un autodidacte. Et en même temps, je pouvais lui poser toutes les questions. Donc j'ai eu la chance, disons, presque d'avoir des cours avec lui tous les 15 jours. Voilà. Parce qu'il ne donnait plus de cours, mais moi j'en profitais. Alors juste pour repréciser sur la mondiale, effectivement, mais il avait été effondré. Il disait qu'il avait failli arrêter l'astrologie parce que il était effondré à l'idée qu'aucun astrologue n'ait pu prédire la deuxième guerre mondiale. Voilà. Et c'est comme ça qu'après il a repris tous les cycles. Oui, avec son frère Armand. Ils se sont dit, tiens, c'est peut-être Saturne-Neptune qui explique 1936, et si c'est vrai, ça explique peut-être 1917, la Russie en 1917, on verra en 1953. Et en 1953, il y a juste eu la mort de Staline, qu'il avait prévu, pas la mort en tant que telle, mais un grand tournant. Oui. Il avait prévu ça dans Lyon républicain, dans un journal. Le 1er janvier, il avait annoncé qu'il y aurait un grand tournant en Russie. Ouais. Et y compris en 1989 aussi. Alors ça, déjà, dès 1955, il parlait de 89. Donc, assez vite, il s'est remis quand même à fond dans l'astrologie mondiale. Voilà. Bon, on est ici pour parler de François Villers, mais c'est vrai qu'André Barbeau est une figure incontournable. Et François Villers le considérait comme un pur génie, enfin comme nous tous d'ailleurs. Oui. Alors d'ailleurs, la transition, c'est que moi j'allais tous les 15 jours au CIA, au Centre international d'astrologie, et c'est là que j'ai vu pour la première fois François Villers. Donc il suivait des cours aussi là-bas? Non, c'est des conférences. Il avait été invité, il avait la trentaine, et il devait faire une conférence sur Louis Gastin. Ah oui, Louis Gastin, il en a beaucoup parlé, oui. Parce qu'en fait, c'est le premier astrologue qu'il ait connu. Et comme il faisait toujours les choses à fond, il avait appris avec Louis Gastin que dans les prévisions, ce qui était important, c'est les répétitions d'aspects. Si dans le ciel, il y a une conjonction Soleil-Mars et que vous avez un aspect à la naissance entre Soleil et Mars,
là il va se passer des choses. Mais ça c'était nouveau chez les astrologues qui faisaient beaucoup les transits ou les directions. Donc lui, il introduisait à fond cette notion de répétition d'aspect. Ah oui. Non, Louis Gastin donc établissait des calendriers à la main. Il était venu justement avec des exemples, c'était impressionnant. Moi je voyais pas trop parce que c'était loin, hein, et on était 100 personnes, mais il dépliait des prévisions sur plusieurs années. Je crois qu'il employait même 2 personnes pour établir parce qu'à l'époque il n'y avait pas les ordinateurs. Ça faisait très scientifique, hein, parce que jour après jour, voir toutes les répétitions d'aspects, c'était vraiment un travail très minutieux. Oui. Mais aujourd'hui, on travaille avec les répétitions d'aspect. Moi, je l'ai cité dans mon livre sur les cycles. Hein, Louis Gastin était justement un innovateur de ce côté-là. Disons qu'il y a peu de gens encore qui font les cycles, hein, parce que c'est des cycles, les répétitions d'aspect. Et donc, j'encourage tout le monde à faire justement les répétitions d'aspect. Donc là, j'ai entendu pour la première fois quelqu'un de brillant. Hein, et je pense que c'est peut-être là qu'il a rencontré Claire Sant'Agostini. À ce colloque. Disons, à ces réunions, tous les 15 jours. Ou alors c'est peut-être en lisant un de ses livres, sans doute le livre Horoscopie cartésienne, parce qu'elle n'avait pas dû écrire autant de livres à cette époque-là. Et moi je sais qu'elle donnait plus de cours, Claire Sant'Agostini, et elle lui a dit, j'ai une très bonne ancienne élève, Régine Ruet, allez chez elle et vous serez formé à l'astrologie globale. Parce qu'en fait, il avait eu le coup de foudre pour l'astrologie globale. Et donc Régine Ruet, que j'ai bien connue, parce que nous avons enseigné en même temps au CEFA, au Centre d'enseignement de formation à l'astrologie, elle faisait une astrologie très Barbeau et très Sant'Agostini. Elle mêlait les deux. Mais c'était une bonne astrologue, praticienne, et puis qui écrivait très bien. Donc il a été à très bonne école avec elle. Et on sait après qu'il a fondé avec Claire Sant'Agostini l'Académie internationale d'astrologie. Alors pour la petite histoire, hein, au départ c'était justement le CIA là, qui voulait créer une école. Et il y avait beaucoup de professeurs qui pouvaient justement participer à cette école. Jean-Pierre Nicolas, Régine Ruet justement, Paul Colombet, Claire Sant'Agostini. Mais Claire Sant'Agostini avait dit « moi je veux bien participer à condition que ce soit moi qui décide du contenu de l'enseignement ». Et puis les autres, ils ont dit non, ce serait un travail d'équipe. Et c'est là que François Villet, il a su ça, et il a dit, puis à Claire Sant'Agostini, on peut créer ensemble l'Académie internationale d'astrologie. Moi, je ne m'occuperai pas du contenu, j'aiderai à l'organisation, je ferai comme ce qui a été prévu. Et donc, c'est à ce moment-là que cette école a démarré, et je pense que il a toujours été content de dire que c'était la première école déclarée légalement, reconnue par l'enseignement. Oui, à l'époque c'était même reconnu par l'Éducation nationale, je crois. L'Éducation nationale, c'est-à-dire oui, il y avait des inspecteurs qui venaient. Et donc, moi j'étais plutôt du côté de Jean-Pierre Nicolas. En fait, à cette époque-là, il y a vraiment eu la création de plusieurs écoles. Puis le CEFA, il s'est scindé. Parce qu'il y avait Berton aussi, j'ai oublié de le citer. Berton a créé son école, les AP. Et après, le CEFA a continué, mais sans Berton. Voilà. Et moi, finalement, je suis rentré pour remplacer Berton. D'accord. Voilà. Mais bon, il y a un autre qui est rentré aussi en même temps, Max Lejbovic. Il a fallu 2 personnes pour remplacer Berton. Mais ça a été une période très riche, hein. C'est le tournant de 69-70, où c'est le démarrage des écoles d'astrologie en France. Voilà. À ce moment-là, il n'y avait pas encore les humanistes, hein. Ils sont venus un peu après. Oui. Il n'y avait pas encore les karmiques. Voilà. Là, c'était vraiment l'astropsychologie. Voilà, c'était l'astropsychologie, versant global avec Sant'Agostini, versant Barbeau, on va dire, avec Berton, Colombet, Ruet,
Nicolas, c'est un peu différent parce que lui, déjà, il proposait une autre astrologie par rapport à l'astrologie psychologique. Mais il avait été quand même formé dans ce courant. Voilà, donc je peux témoigner que François Villers appartenait à l'astrologie globale. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu ce qui distingue l'astrologie globale des autres courants? Oui, alors dans l'astrologie globale, on ne sépare pas les choses. Dans les bouquins, on vous fait des chapitres sur les planètes, sur les signes, sur les maisons, sur les aspects. Dans l'astrologie globale, il faut voir le thème comme un ensemble, comme un tout. Chaque thème étant unique. Donc Claire Sant'Agostini, dans ses cours, elle parle à la fois des planètes, des signes, des maisons, des aspects. Voilà. Et puis je pense qu'elle cherche tout de suite à aller à l'essentiel. D'ailleurs, elle donnait des exercices. Elle amenait un thème et il fallait que les élèves, en 3 minutes, ils aient vu où était je dirais, le point clé du thème. Elle, ce qu'elle cherchait, c'était la problématique, le défi, la structure du thème. Et puis, par rapport à ça, comme elle disait, de trouver l'échappatoire. Donc, elle avait, je dirais, une vision très globale. J'ai eu l'occasion de l'inviter à Charenton, à notre domicile. Elle a fait le thème de nos enfants. Et donc, elle n'avait même pas mis les maisons. Elle avait simplement mis l'axe du milieu du ciel, l'axe de l'ascendant. Et à partir de ça, très vite, elle pouvait décrire la personnalité de nos jeunes enfants. C'était... J'aurais dû amener d'ailleurs, parce qu'elle avait dessiné le thème. C'était pour moi un document, mais j'avais vu comment elle fonctionnait. De manière, je dirais, très rapide et très globale. Oui, voilà. Droit à l'essentiel. Bon, elle a travaillé quand même avec les maisons. D'ailleurs, elle insistait beaucoup sur les axes de signes. Oui, là, bon, elle n'avait pas le temps, c'était une soirée. Mais ça montrait que déjà, on pouvait, avec les axes, aller à l'essentiel. Voilà. Mais effectivement, bon, parce qu'elle a été élève quand même aussi d'André Barbeau au départ. Elle avait une grande admiration pour lui, mais c'est vrai qu'elle se battait contre ce qu'elle appelait les groupes par deux. Elle m'avait raconté qu'elle avait suivi des cours dans une arrière-salle de café au départ. Voilà, c'est comme ça que ça avait commencé. Puis après, elle a assez vite critiqué André Barbeau, parce que comme c'était une pédagogue, elle lui a dit, je ne sais pas si elle le tutoyait, peut-être, parce qu'André Barbeau, il fallait le tutoyer. Tu as un très bon contenu dans tes cours, mais tu es nul au point de vue pédagogie. Alors Barbeau lui a dit, bon, on fait un deal, tu feras le premier cours, tu feras le cours première année, parce qu'il avait considéré que c'était une très bonne élève, et moi je ferai le cours après avec l'interprétation du thème. Je ne ferai pas les bases. Et donc ils ont enseigné comme ça pendant plusieurs années ensemble. Il paraît qu'il y avait beaucoup plus de monde au cours de Barbeau et de Sant'Agostini que dans les réunions du CIA. Alors, déjà dans les réunions du CIA, il y avait beaucoup de monde. Donc alors ça a été ça la première école en fait, mais ça c'est les années 50. Et il y a un ouvrage qui est très intéressant qui s'appelle « L'astrologie en liaison avec les typologies ». C'est même pas un ouvrage, c'est un Ronéo, qui témoigne justement de leur enseignement commun. Ah oui, d'accord. On sait qu'après, ils se sont un peu disputés, mais ils avaient fait quelque chose en commun je savais même pas. Qui n'a jamais été publié, et dont tout le monde s'est inspiré. Tous les profs, après, ils ont repris ce qu'il y avait dans l'astrologie en liaison avec les typologies. C'est un document, je dirais, qu'il faudrait republier parce que... Bah oui, ils ont le point commun entre les deux, c'est quand même qu'ils ont beaucoup travaillé sur les éléments. Enfin, pour eux, c'était... Alors, ils ont travaillé sur les éléments, sur la caractérologie. Et la caractérologie, c'était pas seulement celle de Le Sen, mais ça pouvait être celle de Jung, ça pouvait être celle de comment dire... ils avaient passé en revue toutes les caractérologies possibles et imaginables. Et... beaucoup, c'était le quaternaire, beaucoup, c'était... la morphologie de type Vénus. Oui, là, on voit le quaternaire. Là. Alors, ils avaient un ami commun qui s'appelait Maurice Munzinger. C'est lui qui faisait les dessins. Les illustrations, oui. Voilà.
Oui, c'est vrai qu'on retrouve dans les livres de Barbeau aussi, on retrouve les mêmes illustrations. Alors, je ne connaissais pas cet ouvrage. C'est l'initiation à l'astrologie globale. D'accord. Oui, donc là, elle reprend des éléments justement de l'astrologie en liaison avec les typologies. Ah oui, je reconnais des passages. Et puis ce qui est beau, c'est qu'elle illustrait avec les dessins d'enfants. Ah oui. Ouais, parce qu'elle était directrice d'école et elle illustrait donc le dessin d'un Uranien, par exemple. Ah oui, c'est ce qu'elle nous avait raconté. Ouais. Mais donc, aujourd'hui, les astrologues, de toute façon, ils utilisent à la fois la dominante de Barbeau et le globalisme sans le savoir, en fait. Oh ben, de toute façon, ils ont eu tous les deux beaucoup de successeurs. Hein. En tout cas, l'astrologie globale, je sais que Vernet l'a beaucoup fait. Il a formé Solange de Meynel. Donc, à Agapé, on fait beaucoup d'astrologie globale. Hein. Et d'ailleurs, on a fait un cours par correspondance où on a publié certains passages. Et je crois que le titre, c'est justement Manuel d'astrologie psychologique et globale. Mais beaucoup le font sûrement sans le savoir. Exactement. Oui. Donc, quand on doit aller à l'essentiel, ce que cherche Solange de Meynel, entre autres, eh bien ça c'est de l'astrologie globale. Voilà. C'était quand même une pionnière. Oui, et François Villet l'a beaucoup aidé. Hein. Alors, j'ai vu aussi un jour une pièce de théâtre, parce que François Villet, disons que c'est l'autre côté de sa personnalité, il aimait convaincre, il aimait faire connaître l'astrologie. Et notamment, à travers le théâtre, je crois qu'ils avaient 600 personnes qui venaient chaque 2 mois, tous les 2 mois, regarder une pièce. Oui. Il m'avait raconté sur le signe du Capricorne, il y avait un homme qui arrivait avec un petit livre rouge pour faire référence à Mao, mais exactement. Il y avait que les... Moi j'ai vu cette pièce-là. C'est Jean Le Quadic, qui vient de mourir d'ailleurs, qui était justement celui qui écrivait les textes et puis qui mettait en scène. C'était quelqu'un qui avait été élève justement de François Villet. Donc, faire connaître l'astrologie par le théâtre, je l'ai entendu aussi à une émission de radio. Il adorait interpréter les thèmes en direct. En aveugle. En aveugle, comme il avait appris. L'oreille en coin. Comme il avait appris avec justement Claire Sant'Agostini. Et je pense que c'était une autre côté de sa personnalité. Il y avait un côté, joueur quelque part. Enfin, Oui, il fallait oser. Mais bon, il avait été à bonne école parce que il y a pas mal d'astrologues qui hésiteraient à faire des thèmes en aveugle, parce que c'est un drôle d'exercice. Mais bon, il y en a qui l'ont fait. À l'Espace Bleu, à une époque, il y avait certains dimanches une personne dans la salle et puis 6 astrologues qui devaient interpréter le thème de cette personne. Et donc, ces astrologues-là, ils osaient. Oui. C'était Martine Barbeau, Joël de Gravelaine. D'ailleurs, Joël de Gravelaine a aussi été très élève de Claire Sant'Agostini. Il y avait Bernard Blanchet, il y avait Catherine Aubier. Il y avait tout un public, et quelques astrologues triés sur le volet, parce qu'il y en avait peu qui acceptaient d'oser interpréter devant 50 personnes. C'était, un défi. Et je crois que vous aviez été impressionné par le thème de Serge Gainsbourg qu'il avait... Ah oui, quand j'ai organisé le congrès Vénus, j'avais fait venir avec Jean-Pierre Nicolas, avec Alex Ruperti. Alors, le congrès Vénus, donc, ça durait sur une semaine, c'est ça? Non, c'était un week-end. Ah oui, d'accord. C'était le premier congrès au Palais des Congrès, et je voulais des représentants de chaque courant. Donc Ruperti représentait l'astrologie humaniste, Nicolas l'astrologie conditionnaliste, et j'avais demandé à François de représenter l'astrologie globale, et il nous avait interprété le thème de Serge Gainsbourg, pour nous montrer qu'il ne fallait pas, ce que vous disiez tout à l'heure, faire telle planète dans tel signe, ou telle planète dans telle maison. Je ne sais pas si vous connaissez le thème de Serge Gainsbourg.
Oui, ben, poisson ascendant, bélier ascendant poisson, non, je ne sais plus en fait. Oui, alors lui, il montrait qu'il y avait Vénus-Mercure en poisson à l'ascendant, et puis Lune en Vierge. Hein, alors au lieu de faire uniquement du Vénus-Poisson et de la Lune Vierge, hein, il disait qu'il faut réunir, hein, par exemple, Vénus avec la Lune. Oui, les deux planètes de la féminité. Voilà, là on a de l'humide, Vénus, le Poisson. Oui, on en revient toujours aux éléments. Ouais. Et puis en face, on a la Vierge. Mais comme on avait Mercure à l'ascendant, là c'est du sec. Donc vis-à-vis de l'affectif, hein, il va avoir justement des réactions de retrait, ouais. hein, de défense, etc. Et donc, bon, je pense que ça avait intéressé justement le public, hein, de voir qu'il y avait une autre manière de voir les choses. Voilà une des fois où j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Et puis, bon, bah, pour terminer, je pense que je peux dire que c'était quelqu'un qui était vraiment au service de l'astrologie, un grand serviteur de l'astrologie. Et il y a encore 1 mois ou 2 mois, il m'avait écrit pour me demander si à Agapé, il n'y aurait pas un professeur qui parlerait à la fois anglais et allemand, parce qu'il y avait quelqu'un, justement, qui ne parlait pas français, qui voulait apprendre l'astrologie, hein, et qu'il aurait pu l'apprendre, il pouvait l'apprendre en anglais et en allemand, donc il se souciait de lui trouver quelqu'un. Ah, oui, oui, oui. Donc, comme il savait que j'étais à Agapé, il m'a envoyé un petit mot, et bon, je lui ai répondu, puis il m'a remercié gentiment. Ça a été mon dernier contact. Ah, d'accord. Bon, merci beaucoup en tout cas Yves pour ce panorama de la vie astrologique que vous avez abondamment connu et fréquenté, et de replacer François dans ce contexte et de montrer son apport à l'astrologie et le sérieux et l'engagement. C'était tout à fait normal. Hein. C'est rare les astrologues qui ont autant servi l'astrologie. Merci beaucoup. Et donc pour les personnes qui souhaitent approfondir, donc vous avez au moins 2 articles sur les différents courants astrologiques, sur le développement de l'astrologie française depuis les débuts, et toute une quantité d'articles passionnants sur votre nouveau site. Oui, j'essaye sur mon site yveslenob.fr de donner voilà, à la fois de la mémoire du passé avec des conférences enregistrées, et puis il y aura une newsletter mensuelle où je parlerai un peu d'histoire de l'astrologie du XXe siècle et puis de l'actualité. Oui, en tout cas votre site c'est une véritable mine d'or et j'invite tout le monde à aller le voir. Voilà, merci. Merci beaucoup, merci. Quand la nature morte est belle, belle au temps du scorpion, et rouge et noir et or, trop belle pour sa transformation. De belles dames vêtues de noir, au doux visage de Madone, me suivront.